Front National. Je me souviens, excusez-moi, je vais quand même en prendre une gorgée parce qu'elle ne devrait pas tomber raide. Je ne sais plus qui avait dit la première gorgée de bière, mais je n'étais pas trompé, c'est quand même toujours la meilleure. Et, si vous voulez, je me souviens très bien que le copain m'avait présenté Nicolas B, hein, comme c'est des gens connus, on va les appeler pour que personne ne les retrouve. Nicolas B était un type très sympathique d'ailleurs, mais une anguille, était responsable des élections, donc il recevait tous les jours des dizaines de coups de fil de gens qui ne s'aimaient pas, c'est pas facile. Et je me souviens des contacts, j'étais allé à Nanterre, au siège, pour discuter avec ce monsieur, et en même temps, je me souviens que ça tiquait un peu, parce que le Front National voulait que notre liste s'appelle Laval fait front, ou Laval avec Marine. Laval avec Marine, ça fait un peu fesse-nose, on a l'impression de la tenir dans la main et d'aller faire une petite course dans les champs. Je trouvais ça complètement nunuche, d'autant qu'en plus Laval fait front. Il faut quand même dire que même si le thème de campagne c'était de lutter, j'en ai parlé à monsieur, contre l'africanisation de Laval, il faut reconnaître que Laval fait front était quand même excessif. Laval avec Marine, c'était carrément cucu, et là je me serais fait attaquer du coup dans la rue, les gens m'auraient dit t'es vraiment trop con de choisir un titre pareil. Donc ils ont quand même accepté qu'on fasse une campagne électorale, et c'est là où je vais vous dire quand même que si vous voulez vous présenter à une élection municipale, c'est très excitant, c'est très intéressant, mais il faut 45 noms. 45 noms, je peux vous garantir que 45 noms avec l'étiquette FN dans un département comme la Mayenne et une ville comme Laval, c'est exactement comme si vous aviez été l'amant des Vabron, en gros. Mais encore, Vabron est moins connu, mais je plaisante, mais sincèrement, toucher au FN, fréquenter le FN, frayer avec des gens du FN, mais sincèrement, ça provoquait un rejet quasi physique. Je me souviens très bien, à l'époque, je faisais du saxophone avec des copains gauchos, et je ne sais pas où on peut trouver plus de gauchos dans le jazz et dans la musique contemporaine, et où d'ailleurs les gars m'avaient dit « mais oui, mais tu vas te présenter à l'élection, mais tu vas être au centre droit ». Je leur dis « non, pas vraiment ». « Oui, mais tu vas être, à droite, si on veut, et puis mais tu vas pas être tête de... » Ben, je dis « non les gars, le plus à droite est tout en haut ». Donc là, terminé le saxo, fini le jazz. Ah non, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Alors, j'avais pas prévenu ma mère. Il faut quand même que vous sachiez, mais là, il faut quand même que vous sachiez que mon candidat principal était le fils aîné du deuxième mari de ma mère. Ce qui fait que j'avais eu droit à un article sur les frères ennemis dans le Figaro magazine. À chacun ses titres de gloire. Les frères ennemis de la droite lavalloise, puisqu'il se trouve que ma mère, 10 ans après son veuvage, a épousé un homme charmant qui s'appelait Michel Zocchetto, et dont le fils faisait de la politique depuis de longues années, avait été adjoint au maire de François Daubert et lorgnait sur la mairie de Laval, c'était son tour. Mais je l'ai un peu devancé. Je me suis présenté en juillet 2013 et lui s'est présenté plus tard. Donc je disais toujours à ma mère, dis donc, c'est à lui de venir me demander l'autorisation de se présenter, c'est pas à moi. Et donc c'est vrai que quand vous vous présentez contre le fils aîné du deuxième mari de votre mère, ça donne un caractère cloche-merlien à l'élection. Je dirais que ça fait de la pub supplémentaire, c'est jamais mauvais, mais ça tend un peu les relations familiales. Je sentais bien quand même que quand ma mère et son mari, mort depuis, paix à son âme, ouvraient le journal Ouest-France, il y avait un peu de crispation entre la colonne du Fifis et la colonne de l'autre Fifis. Mais moi, ça m'excitait un peu parce que c'est cloche-merlien et je suis toujours adepte des relations humaines assez fortes. Donc, il a fallu constituer une liste avec les 45 noms, alors que jusqu'à présent, jamais le Front National n'avait été capable de se présenter à Laval, de former une liste. Même si, dans les années 80, le Front National ayant à l'époque un enracinement dans les familles aristocratiques beaucoup plus fort, ils auraient pu constituer une liste, alors avec des candidates présentant leur deuxième ou troisième prénom avec leur nom de jeune fille, c'est-à-dire des gens qu'on ne connaît pas, quoi. Tu connais pas Huguette de la Motte? Non. Il y a une Huguette de la Motte, mais non, c'est Marie-Chantal de la machin. Et donc à l'époque, c'était faisable parce qu'il n'y avait pas cette parité qui a rendu les choses extrêmement pénibles, même si j'arrêtais pas de dire qu'effectivement, on avait plus de demandes féminines que masculines, curieusement. Si on nous avait dit 70% de femmes, 30% d'hommes, on aurait pu constituer la liste
un peu plus rapidement. Mais la constitution de la liste a été quelque chose d'assez difficile et auquel les journalistes ne croyaient pas. Vous voyez, quand on a dit qu'on allait faire une liste soutenue par le FN, la première réaction c'est « il est fou » ou « ils sont fous », ils ne réussiront pas, et ça n'intéressait personne. Quand la liste, je fais vite, hein, parce qu'il y aurait 1000 anecdotes à raconter, mais quand, jusqu'à ce que la liste soit crédible, quasiment aucune attaque. Plutôt des gens qui se serraient la main, oui, t'as raison, il y a trop d'Africains à Laval, il y a trop de ceci, trop de cela, ça ne peut pas continuer comme ça, il y a trop d'impôts, moi j'avais vraiment un programme, je vais vous en parler, qui était très droitier. Donc voilà. Mais le jour où je suis allé présenter à la mairie de Laval avec mon gros dossier des 45 noms, parce que quand vous vous présentez, vous êtes obligé de faire très attention à des détails. C'est pas du tout quelque chose de, comment dirais-je, d'intellectuel, une campagne. Il y a une partie intellectuelle concernant le programme, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si les gens qui vous ont dit qu'ils étaient d'accord pour se présenter sur la liste, il faut d'abord savoir s'ils sont bien inscrits sur une liste électorale et s'ils sont bien inscrits comment dirais-je, aux impôts lavallois pour payer leurs impôts. Donc, si vous voulez, jusqu'à ce qu'on n'ait pas présenté à la mairie de Laval le paquet des 45 noms pour qu'ils vérifient, on était des rigolos. À partir du moment où je suis allé à la mairie avec mon paquet et où j'ai montré, j'ai vérifié auprès de l'état civil si les 45 noms étaient plausibles, alors là, j'ai d'ailleurs été repéré par une nénette, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra, mais je ne citerai pas son nom. C'est à partir de là qu'il y a eu une espèce d'attaque excitante, hein, je ne le cache pas, mais c'est là que les choses ont commencé à devenir véritablement animées. Et c'est là que, si vous voulez, il y a eu un jour, alors je vous passe les détails, alors bon, il faut savoir quand même que j'avais un blog littéraire que j'ai toujours, qui s'appelle Laval et son histoire, Liberté, Vérité, Poil à gratter, qui était un blog assez virulent, plutôt littéraire, et où il était facile d'aller piocher des tirades très à droite, voire évidemment homophobes, islamophobes, antisémites, il y avait la totale, j'avais le paquet groupé, mais c'était un blog que je tenais avant d'être candidat. Et comme je n'avais pas ma carte du Front National, je considérais être entièrement libre de m'exprimer dans ce domaine. Et c'est comme ça qu'un jour, alors qu'on était très content d'avoir pu présenter la liste, eh bien, on recevait des appels du FN qui étaient un peu agacés par la tournure que les élections prenaient. Je me souviens, pour faire vite, un mardi, le responsable du FN, alors qu'on faisait une campagne, on faisait une réunion, évidemment, devant 3 Pékins de poilus, parce qu'on avait vraiment peu de monde, mais les gens n'osaient pas venir aux réunions, ils avaient peur d'être étiquetés, ils avaient peur d'être pris en photo par la presse. Mais ce que je vous raconte semble complètement fou, mais c'était la vérité. Des gens me disaient, je voterai pour toi, mais... Hein, à la limite, tu ne me serres pas la main dans la rue. Ça serait mieux. Mais tu auras quand même le bulletin. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le bulletin. Il faut quand même être honnête. Et donc, un jour, on reçoit un coup de téléphone. Le responsable FN, attention, le canard enchaîné va faire un article sur le candidat Gruyon. Ça va être terrible, etc. Ils étaient très insistants. Et quelqu'un m'a dit que sur Radio Mayenne, qui était une radio complètement contre nous, puisqu'il est vrai que, bon, quand on habite la province, on a des relations avec les gens, on ne sait pas qu'un jour on va se présenter à une élection, donc évidemment on se fait des ennemis. Si on savait dès l'âge de 5 ans qu'on allait se présenter à une élection, bah, peut-être qu'on arrondirait les angles avec certains. Et donc, le mardi, tout le mardi, je ne sais plus quel jour c'était, attendez, c'était, je ne sais pas la date là, ils n'ont pas arrêté de dire que demain, un article dans le canard enchaîné, le FN s'offre un comique troupier. Le FN s'offre un comique troupier. Parce que vous voyez, c'était le titre de l'article. Le FN s'offre un comique troupier. Je vais vous en lire un extrait. Parce que ça vaut la peine. Parce qu'à l'époque, le canard enchaîné et d'autres journaux prenaient un malin plaisir à dézinguer toutes les semaines un candidat FN. Je me souviens, il y en avait un qui avait pris des photos de lui quand il avait 20 ans pour une marque de slip. Ils avaient retrouvé une photo où on le voyait couché sur le dos, la main sur le paquet. Un autre qui avait été chanteur de je ne sais quoi de métal. Et toutes les semaines, ils allumaient un électeur, un candidat. Pourquoi faisait-il ça? Il faisait ça pour la simple et bonne raison de faire fuir les gens qui avaient eu le courage d'accéder à la liste. Parce qu'il fallait quand même un certain cran. Donc là, je vous lis le début. Hein. Voilà. Pas facile pour le Front National de constituer une liste présentable en vue des élections municipales, on le sait. Ainsi, avoir choisi dans le 3e arrondissement de Paris un mannequin qui posait main sur le slip pour la photo et avoir viré le maniaque de Châteauroux qui s'était fait tatouer le blason de la division Waffen-SS Charlemagne n'a pas suffi. Jeanne-Marine Le Pen doit maintenant compter sur un clown
pour conquérir Laval. La ville de Mayenne, pas le collabo. Vous voyez, chaque mot compte. Ancien rédacteur en chef du journal municipal, viré par la gauche en 2008, oui, mais quand même avec un peu de fric, Jean-Christophe Gruau tient sa revanche. Sa revanche. Tu parles d'une revanche, tu dois être présenté, étiqueté FN. Sans être membre du Front, il a été bombardé tête de liste de la formation Laval Mieux Vivre, soutenu par les Bleus Marines, et tient à honorer bruyamment cette marque d'estime. Ah, le mec, il est là. De son blog, où il poste des interviews extravagantes, Gruau fait feu sur tout ce qu'il bouge. Alors les socialistes, ouvrez les guillemets, ils détruisent la famille, marient les sodomites et envisagent d'euthanasier le moindre vieillard pour une banale grippette. Oui, j'avais écrit ça, c'est vrai. L'immigration, un cancer. Surtout les Africains. Les Fatoumata, les Karamba et autres Soudkomba remplacent chaque jour les Luciens, Germaine et autres Marie-Joseph. C'est Lavallois de souche, ça ils n'aiment pas. Et d'ailleurs, l'argent envoyé en Afrique n'est trop souvent gagné qu'avec la braguette du père de famille. L'islam, je ne veux pas attendre de prendre une claque parce qu'on boit une bière durant le ramadan pour réagir. Alors, aux lâches, paresseux et froussards, aux francs-maçons et aux journalistes collabos qui lui font face, ce personnage ubuesque, Jarry était Lavallois, assène que l'africanisation de Laval est en marche et que cette population inassimilable va conduire à la mort du pays. D'ailleurs, une fois le programme de Gruau passé au tamis, ne reste que la pépite, non au changement de peuple et de civilisation. Vous imaginez ? Et je termine. Et pourtant, lui qui a fièrement défilé à Paris contre Hollande et le mariage pour tous, lors du jour de colère, est néanmoins disposé, en fin politique, à faire quelques conceptions en direction de la communauté gay. Ouvrez les guillemets. Alors j'ai écrit ça. À partir du moment où aucun d'entre eux ne pose sa main sur une partie de mon corps avec les désirs de prendre du bon temps, je considère que leur sexualité ne regarde qu'eux-mêmes. Fermez les guillemets, écrit-il virilement, avant d'ajouter, je signale également que j'ai dans ma bibliothèque des œuvres que je chéris, bien qu'elles aient été écrites par des homosexuels. Tagada de soin de soin. Alors, on reçoit des coups de fil, vite, vite, il va y avoir un article dans le Canard enchaîné, mais c'était de la frénésie. Nous, on avait 3 Pékins qu'on essayait d'attirer pour avoir des voix, et les mecs du front, Nicolas Bay, etc., étaient effrayés par un truc comme ça, ce qui fait que le lendemain, je devais aller à Paris pour faire des causeries, je me réveille exceptionnellement à 4h30 pour aller chez une nénette qui tient un bar tabac qui est très sympa, qui a un feu sur la langue, qui est sympa comme tout d'ailleurs, et pour aller acheter le Canard à 5h pour savoir ce qu'il y avait. Je tombe là-dessus, mais à chaque lecture, je bombais le torse. Je me dis, putain, mais c'est sympa ce mec-là, qui c'est ce mec-là? Serge Chalandon. Bon, moi je change rien. J'étais très flatté de recevoir ce genre de truc. Donc je pars à Paris, tout guilleret, et là, les sites du Parisien, les sites de je ne sais quoi faisaient monter la pression. C'est comme ça qu'ils procèdent. Ils font monter la pression, ils font monter la haine, comme ils disent. Ils disent qu'ils veulent le racisme, l'africanisation, etc. Ils mettent le paquet, ce qui fait qu'il y avait une très forte tension au front. Où là, je me suis dit quand même, mais qu'est-ce que c'est que ce parti qui ne défend pas ses militants? On n'a même pas reçu un carton pour dire bravo, merci d'avoir constitué une liste de 45 noms à Laval, ce qui n'était jamais arrivé. Parce que Marine en avait marre de recevoir, paraît-il, des coups de fil de la presse. Donc, si vous voulez, vous avez eu ça. Donc, moi, j'avoue, c'est de l'orgueil, je le confesse, mais ils avaient repris exactement ce que j'avais écrit. J'estimais que le Canard enchaîné, que je lisais à une époque quand les politiciens avaient un peu d'épaisseur, mais qui est un journal complètement systémique, hein, qui ne vaut pas grand-chose, j'étais plutôt flatté. Alors, 3-4 jours après, on avait lancé le système de faire des réunions le matin. Mais il faut dire qu'on s'emmerdait pas mal. Moi, j'étais au chômage à l'époque, il fallait qu'on trouve des électeurs. Donc, on n'avait pas grand monde, mais on fait une élection le matin. Et puis, je me souviens, j'avais d'ailleurs hésité à me laver les cheveux pour aller à cette réunion, parce que je pressentais qu'il allait y avoir que 2-3 Pékins. Et puis, un de mes colistiers m'appelle, il parlait comme ça. « Ouais, Jean-Christophe, il y a le petit journal qui est là. » Petit journal. Je n'ai pas la télé depuis 14 ans, le petit journal. C'est quoi le petit journal? Les gars de Canal+. Ben, j'écoute, attends, si maintenant, après le Canard enchaîné, on a Canal+, on les laisse, mais tu les laisses. Donc, il y avait les mecs du petit journal, bonjour, petit journal, bonjour, moi c'est Gruau. Est-ce qu'on peut vous filmer, monsieur? Messieurs, mais allez-y, carrément. Vous pouvez venir me filmer dans la salle de bain le matin, oui, faites ce que vous voulez. Donc, 2 espèces de Pékins qui me foutent une espèce de gros micro au-dessus de la tête, là, j'ai l'air d'un con. Pendant 1h30, je fais ma campagne, je raconte un tas de trucs, mais je sais quand même que je suis filmé. Donc, je réduis un peu la puissance. Hein. Et puis, au moment où la réunion s'achève, le mec vient vers moi en disant « Monsieur Gruau, est-ce que je peux vous poser quelques questions ?» Aucun problème. Donc, le type me sort
les extraits qu'il avait piqués dans le Canard enchaîné, là, les Fukumba, etc., tout machin, et il commence à me questionner. Et ma foi, je réponds aux questions. Et d'ailleurs, j'y réponds avec une certaine aisance, puisque j'ai appelé ma femme peu de temps après en lui disant, chérie, si vous savez, il y a une télé nationale. Alors, s'il passe ce que j'ai dit, le problème de l'immigration est réglé et l'élection est gagnée. Je lui dis ça naïvement, parce que véritablement, les questions, ça filait, c'était bon. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Donc, après, les mecs nous questionnent. Il y a un autre gars qui était avec moi, un mec un peu pensu, un gars très sympa, qui s'était mis sur notre liste, qui était originaire de la gauche, mais bon, il était un peu comme ça. C'était pas vraiment Karl Lagerfeld, si j'ose dire, dans ses œuvres, mais il commence à évoquer, lui aussi, on commence à parler du bruit qu'une certaine population exotique fait dans la rue. On parle d'un tas de trucs, on commence à se lâcher, et ce con, entre guillemets, que j'aime bien malgré tout, commence à dire, oui, bon, je voudrais pas dire, mais je ne vais pas dire qu'il monte aux arts, parce que vous allez considérer que, voilà, il dit ce genre de choses, et puis deux, trois autres trucs. Et puis bref, la réunion s'achève, je retourne faire ma campagne, et le lendemain soir, coup de téléphone, allô, monsieur Gruot, oui, nous sommes de tout cœur avec vous. Oui, bah, c'est normal, l'élection a lieu bientôt. Non, non, mais c'est affreux ce qu'ils vous ont fait. De quoi ils parlent, les mecs? Parce que moi, j'étais dans ma soirée du lendemain. Le petit journal, c'est affreux. Le petit journal. Ah, le petit journal, oui, mais quoi, le petit journal? Allez voir, vous allez voir, c'est terrible. C'est terrible, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Il est mort depuis, le pauvre vieux. Mais bon, bref, je raccroche, je quitte mon bureau, je vais dans le salon, je vois ma femme et, je sais plus, il y avait deux de mes gamins qui étaient là, j'en ai 5. Il y en avait une qui était sur la liste d'ailleurs. Décomposée. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Et il y avait la petite séquence de ce mec-là. Comment il s'appelle ce gars-là? Yann Barthès. Voilà, ce gars-là, là. Celui-là, voilà. Et je regarde le petit truc de 3 minutes, ou 4 minutes. Alors, la dédiabolisation, alors nous, vous savez que Marine Le Pen veut dédiaboliser, alors nous avons trouvé quelqu'un, alors là, c'est pas de la dédiabolisation. Alors il fait tourner la roue, et puis tout d'un coup, paf, je vois ma tronche. C'est lui! Ah, tout le monde se marre. Des gens derrière que je connais pas, une bande de jeunes multicolores. Comment ça se fout de ma gueule comme ça? Moi, je me trouvais encore. J'ai toujours tendance à considérer qu'on devrait m'aimer davantage. Je ne vois pas les défauts. Je ne vois pas les défauts. Et je suis comme ça en conquérant. Et alors, évidemment, ils n'ont pas gardé les séances, les interviews. Ils ont pris l'interview du gars qui disait que les gens montaient aux armes, je ne sais plus quoi. Hein, et puis, on m'accuse de dire que normalement, les pauvres, on leur donnait du porc parce que c'était quand même la viande la moins chère. Donc, quand il y avait des pauvres qui venaient quelque part, on n'allait pas leur offrir des riz de veau. Hein, c'est pas les moyens. Et donc, ils ont fait un concentré relativement haineux, encore que bon, si on prend ça au deuxième degré. Ils sont allés interviewer Marine Le Pen au Salon de l'Agriculture, parce que c'était au même moment. Où là, alors, vous le connaissez, alors en plus, il se trompe. Vous connaissez Jean-Claude Gruot, une espèce d'excité. Et Jean-Claude Gruot, il est au Front National. Alors, il y a, comment elle s'appelle, Fatna, comment elle s'appelait, Huguette Fatna, là. Pas non plus une lumière, celle-là, et qui vont dire, mais on ne le connaît pas, le Jean-Claude Gruot, on ne le connaît pas, il n'est pas au Front National. Elle avait raison, mais je ne m'appelle même pas Jean-Claude. Donc, il les emmerde pendant 5 minutes. Alors, il y a Louis Alliot qui est là. Qui en a marre. Et alors, est-ce que vous allez garder votre Jean-Claude Gruot? Alors, tu dis, moi, qu'on s'occupe de ma campagne à Perpignan, il n'y a que ça qui m'intéresse. Alors, c'était complètement dingue, mais complètement dingue. Et ça a été vu par 3 millions de personnes. Donc, je suis devenu, si j'ose dire, en quelques minutes, une sorte de star. Mais une star qui suscitait la haine. Ah, mais vraiment, des types qui sont de droite, qui n'ont rien à foutre de Canal+, ben, je leur dis, les gars, mais enfin, attendez, ma mère s'est quand même pas fait l'amour place du 11 novembre avec un Zaïrois quand même. Attendez, prenez un peu de recul par rapport à l'événement. Mais véritablement, je n'étais plus le même. Je suis allé à une réunion MEDEF pour serrer quelques pinces, mais j'aurais eu la gale. Mais il y avait vraiment, mais incroyable. J'ai vu à quel point les médias, je ne pensais pas, moi qui n'avais plus la télé depuis des années, je ne pensais pas que l'émission de cette petite raclure-là puisse à ce point susciter un tel intérêt chez des gens qui théoriquement devraient éteindre le bouton. Invraisemblable. D'un autre côté, il faut être honnête. Ils ont refait un coup de Canard enchaîné le coup d'après. Ils en ont même refait un troisième après parce qu'ils m'avaient traité d'antisémite alors que j'avais cité, il y avait quelques patrons qui effectivement étaient de la communauté étoilée, mais d'autres qui ne l'étaient pas. Donc c'était vraiment la bagarre. Mais le but avait été fait pour que des gens viennent me dire, écoutez, monsieur Gruot, on ne peut plus.
On ne peut plus. On ne peut plus, vous avez dit qu'il faut offrir du porc. On ne peut plus, on ne peut plus, on n'en peut plus. Mais heureusement, mes colistiers, Canal+, dans le cul la balayette. À part une qui commençait à flancher, on a quand même pu présenter la liste à la préfecture. Et à la liste à la préfecture, j'avais vraiment l'impression d'être à la commandantour avec 3 barils comment dirais-je, de dynamite dans la poche. Parce que le type, le fonctionnaire de la préfecture, regardait chaque dossier. C'est peut-être le moment le plus pénible que j'ai connu pendant la campagne. Je me suis dit, mais tu vas la mettre ta signature ou quoi? J'avais des envies de meurtre quand je le regardais. Alors, comment s'appelle celui-là? 45, c'est long. Hein. Il regardait s'il n'y avait pas un problème, et alors après, boum, on a enfin pu concourir. Et évidemment, le programme était très droitier. On défendait l'identité lavalloise. Tout ce qui était le plus à droite, tout ce qui était le plus marqué sur le plan national, on prenait. Moi, j'ai dit aux journalistes, écoutez, quel est pour vous le qualificatif le plus insultant? Fasciste, nazi, extrême droite, choisissez. Et prenez-le, ça me réjouit. Je vous l'offre. Prenez-le. Tout ce qui peut m'éloigner de vous. Alors, les mecs étaient un peu... mais c'est comme ça que ça se passait, parce que, vous comprenez, quand vous êtes un plouc, vous n'intéressez personne. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Dès que vous commencez à monter en grade, là, c'est plus difficile. Mais quand on est comme ça n'intéresse personne. Alors là, les journalistes, alors j'ai dit... le médiatiser, le truc, le machin, des attaques assez marquées. Et pour l'africanisation, ils sont allés chercher... Je vais quand même vous montrer, parce que ça vaut quand même le coup. Hein. Ça vaut quand même le coup. Pour l'africanisation, ils sont allés chercher des Africains qui, paraît-il, étaient des amis à moi. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. Vous voyez le genre d'article qu'il y avait? Là, le genre d'article qu'il y avait. Ils sont africains. Qu'est-ce que vous lisez après? Lavallois. Et fiers de l'être. Alors, un type très sympa que je connaissais bien, qui était animateur de cirque. Hein. J'avais fait des articles quand j'étais journaliste municipal. Et puis après, il s'est reconverti dans la vente de fringues en appartement. Je vous raconte tout ça parce que c'est ça la vraie vie en fait. Et il s'était reconverti dans les fringues en appartement. Et je lui dis, écoute, ça serait bien que tu me donnes quelques marques. Parce que moi, j'y connais rien en fringues pour attirer le chaland. Alors, il me donne des marques. Et puis, il me donne une marque qui s'appelle Eden Park. Ça existe, ça? Ou Eden, tu vois quoi. Je le marque, moi, j'y connais rien. Et puis, 3 semaines après, je reçois un coup de fil de la responsable juridique d'Eden Park. Qui rigolait pas du tout, elle. Elle dit, moi, alors, elle avait un accent d'Afrique du Nord. Et puis, elle me dit, monsieur Gruau, ce que vous avez fait est très grave, on voudrait porter plainte, parce que vous comprenez qu'Eden Park n'est vendu que dans telle maison, qui nous a appelés, et vous avez monsieur, je dis, madame, je peux mettre en cause la parole d'un Africain quand il me dit qu'il vend des fringues? Est-ce que vous croyez vraiment que je peux faire ça? Est-ce que c'est pas du racisme? Je te la balance, moi aussi, la prune, hein, mes mères, tu vas la voir. Donc, si maintenant je lui dis à chaque fois qu'un Africain me parle, je dois douter, bon, ça s'est calmé. Mais le... Alors, il faut quand même savoir, mais je vais vous raconter la fin. Alors, regardez, je vous dis juste un truc. Hein. Mais, je ne veux pas en rajouter, mais c'est comme... Trop, c'est trop. Ils font une overdose de l'expression l'africanisation de Laval. Le premier à réagir a été... La semaine dernière, ce jeune homme originaire du Gabon est entré à la rédaction afin de dire sa colère par rapport aux propos du candidat soutenu par le Front National, Jean-Christophe Gruau. Ce sont des mots d'exclusion. Derrière, il y a du racisme. Je veux réagir que je suis africain et noir. C'est formidable d'être africain et noir. On ne savait pas que ça existait. Il nous donne ensuite rendez-vous à l'Union sportive lavalloise où il a créé une école de cirque. Regardez, tous mes élèves sont blancs. Évidemment, ils sont mayennais. Tous les mayennais sont blancs. Relève-t-il, souris, relève. Habite Laval depuis 10 ans, auto-entrepreneur, voilà. Depuis, ils sont plus nombreux, ils parlent des Noirs. Et alors? Des Noirs, c'est normal dans une grande ville, ça prouve qu'elle souffre. 50 000 habitants, c'est la grande ville, c'est New York, c'est Babylone. Cela ne veut pas dire qu'une fois à Laval, la vie a été facile. Alors je vous passe les trucs. Alors là, voilà. Son fils a été traité de macaque, enfin bref. D'où sa surprise face aux propos de Jean-Christophe Gruau. Et écoutez ce qu'il dit. Je le connais un peu. Il a fait de très bons articles sur mes activités quand il était rédacteur pour la mairie. Et jamais je n'ai senti de mépris de sa part. Au contraire, il semblait très à l'aise avec la communauté africaine de Laval. Mais évidemment, j'ai jamais critiqué la communauté africaine de Laval. J'ai dit qu'ils étaient trop nombreux. Mais ça, tous ces trucs-là, ils sont allés le chercher pour faire des articles pareils. Mais quand vous habitez dans une ville de 50 000 habitants
et que vous avez 5 enfants scolarisés à Laval, et que vous vous coltinez ça après Canal+, après le courrier de machin, le Canard enchaîné, il y a des membres de la famille qui commencent à être crispés. Les invitations se raréfient, les relations se tendent. Hein. Alors après, il y en avait un autre que j'ai pistonné, un Tchadien, qui faisait des CD de musique que j'ai complètement pistonné pour être prof, et qui lui aussi est venu se plaindre. Et je me souviens une fois, on a failli se taper dessus chez le roi Merlin, j'étais allé acheter exceptionnellement un marteau, et il me dit, tu sais, je suis autant français que toi. Mais j'ai dit, écoute, on va aller se regarder devant la glace, tu vas voir, tu es aussi français que moi. Qui est français là? Tu es franco-tchadien. Donc tu es français et tchadien. Je ne conteste pas le truc, mais vous voyez le climat tendu. Alors, évidemment, devant cette histoire, je porte plainte. Parce qu'il faut réagir un peu comme eux. Vous comprenez? Quand t'es con, bah t'es con autant qu'eux. C'est-à-dire qu'ils portent plainte, bah moi aussi je porte plainte. Voilà. Pour diffamation, je l'attaque. Et alors après, le pauvre dit, il a beau venir d'Afrique, il n'empêche quand même que sa femme, manifestement de l'époque, il y a eu un problème et que ça s'est mal passé et qu'il a tué sa femme. Il est en prison, je pense qu'aujourd'hui il est encore, j'en sais rien. Et là, évidemment, j'ai suspendu ma plainte. Mais tout ça a été organisé par les médias locaux pour me faire passer pour un raciste, me faire passer pour un homophobe. C'est ça tout le temps. Donc il faut que vous sachiez, si vous vous présentez, mais vous avez peu de chance, après ce que je vous dis peut-être, de vous présenter à une élection, mais vous vivez dans un climat d'insécurité totale parce que tous les jours, pour le moindre mot, vous pouvez vous retrouver avec ce genre de plainte. Bah, toujours est-il que bon, le premier tour a lieu, où il y a d'ailleurs failli avoir un matin un chien. Alors il y a eu une petite bagarre avec un type, j'étais reparti coller mes affiches le dimanche matin, parce que c'était quand même un grand jour. La campagne a commencé en juillet, ça fait 8 mois de campagne à peu près, donc le matin, moi j'avais mis mon costard et ma cravate, parce que à chaque fois que je faisais campagne, d'ailleurs ma femme était très contente, parce que je lui ai dit, maintenant chérie, je m'habillerai bien, car je suis un personnage public. Donc je considérais que pour avoir droit au chapitre, c'est pas avec un Marcel qu'on peut être crédible. Donc j'avais toujours la cravate bleu ciel que j'avais acheté chez Noz à 5 € et un costard, le costard que je mets aux enterrements ou au mariage pour avoir l'air présentable. Mais ça compte. Parce que le Mayennais, il ne veut pas qu'un type se présente. Vous voyez, l'habit fait un peu le moine. Et donc, le matin, effectivement, il y a eu un gars qui m'a un peu agressé quand j'ai recollé mes affiches et qui voulait m'envoyer son chien. Je me souviens, c'était une scène assez excitante parce que quand on est dans une phase de campagne électorale, on est un peu comme sous perfusion, rien ne vous touche. On n'est pas malade, on est excité, il y a vraiment une excitation, on rencontre beaucoup de gens, c'est très convivial, on reçoit des gens chez soi, on se serre les coudes. Et donc, premier tour, où là, eh bien, victoire. Alors je vous passe les détails, j'ai fait en sorte, parce qu'en fait Laval était une ville tenue par les socialistes à l'époque, tenue par ce monsieur qui s'appelle Jean-Christophe Boyer. Et ce monsieur, je ne sais pas si vous voyez sur cette photo, il a été pris en train de pleurer sur FR3 le soir du premier tour, où il est allé raconter son échec, et vous ne me voyez peut-être pas derrière, mais vous voyez un mec qui se pointe derrière, c'est Bibi. J'ai réussi à me pointer derrière un mec, puis... en faisant ça, donc quand on le voit, oui, nous allons nous refaire. Donc ça, c'était la déconnade, parce que je pars du principe, les gars, vous êtes jeunes, si vous vous présentez, il faut déconner un minimum. Et quand je dis déconner, il faut que ce soit joyeux, il faut que ce soit festif, la campagne. Il ne faut pas que ça soit un truc uniquement, que c'est tellement emmerdant. Vous voyez, les gens sont tellement seuls, ont tellement besoin de discuter le coup qu'il faut que ce soit marrant. Et comme FR3 avait organisé un débat, mais ça vous pouvez le trouver sur Internet, avait organisé un débat avec François Oqueto, qui a été élu maire de Laval, et Jean-Christophe Boyer, qui était le maire sortant, il ne m'avait pas invité. Il ne m'avait pas invité parce que des journalistes de Radio Mayenne avaient dit « N'invitez pas ce type-là, il est incontrôlable. » En parlant de moi, il est incontrôlable, il va vous foutre l'émission en l'air, il va dire n'importe quoi. Donc j'avais rappelé le mec d'FR3 en lui disant « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» J'étais le premier à me présenter, je suis soutenu par un grand parti qui s'appelle le Front National, vous auriez dû me... Voilà, c'est pour ça qu'après, quand j'ai gagné et qu'ils m'ont demandé une interview, je me suis permis de leur dire non. Alors, je termine la campagne, premier tour, mais premier tour ne veut pas dire qu'on est élu. Hein. Premier tour, ça veut dire que vous avez franchi, donc j'ai fait 1977 voix, qui était un chiffre pour moi fétiche.
C'était une excellente année pour des raisons personnelles que je n'ai pas évoquées. Donc 1977 voix, ça partait bien. Par contre, le lendemain, mon voisin me dit, bah, écoutez, j'ai voté pour vous. Maintenant, au deuxième tour, je vais voter pour Zocchetto. Parce qu'il faut battre la gauche. Mais attendez, déconnez pas. La gauche n'a aucune chance de passer. Faites pas les cons, les gars. Si vous avez voté pour moi la première fois et que vous arrêtez maintenant, où ça va aller? Et donc, vous avez eu la campagne de l'entre-deux tours, où là, les journalistes de Radio Mayenne, qui ne m'avaient jamais interviewé, m'ont demandé d'aller participer au fameux débat. Alors là, je vais vous montrer encore, juste une seconde. Donc, ils ont organisé un débat à la salle polyvalente de Laval, où toute la journée avant le débat, ils disaient, mais le candidat d'extrême droite sera présent, le candidat d'extrême droite sera présent. Et effectivement, le candidat d'extrême droite était présent. Et voyez les affiches, voyez comment ils représentent les candidats. Voyez là, voilà le maire. Lui, c'est pareil, mais moi, regardez, on dirait un petit voyou, là. On dirait un voyou, là, on dirait un polisson. C'est toujours comme ça, toujours choisi comme ça. Il y avait des photos de moi, j'avais l'air d'un poivreau. Il m'avait pris en photo tout rouge dans Laval. Putain, cette photo-là m'a traîné. Alors, par contre, c'est un gros avantage si vous faites campagne, si vous avez une sale gueule sur les affiches, au moins après, quand les gens vous voient, ils vous disent tous, vous êtes mieux en vrai. Non, mais c'est quand même quelque chose qui compte. Alors là, voilà. Alors, encore quelques lignes. Alors, voilà. Alors, Jean-Christophe Gruot, théâtral, commence par condamner au micro une mise à l'index de la radio. Ben évidemment, la minette qui m'interviewe est la femme du directeur de communication de la mairie de Laval. Vous voyez quand même le mélange des genres. Sous les huées systématiques, et c'est vrai qu'il y avait des huées systématiques, c'est très excitant, il crée la tension et fait entendre un discours très frontiste. Un discours très frontiste. On retrouve chez lui le goût du verbe et de la provoque d'un Jean-Marie Le Pen, il en joue. Avec un sourire potache, il fait par exemple discrètement tomber un grand panneau France Bleu posé à ses pieds. Mais évidemment, il m'emmerdait ce panneau. Il était juste devant moi et j'ai réussi, à force de pousser avec ma jambe, à faire tomber ce foutu panneau. Et donc, ça c'était la partie la plus excitante. Il y avait celui qui allait devenir maire qui balançait un truc, il y avait le socialo qui passait en deuxième position qui répondait, et il y avait Vivi qui, paf, assénait un grand coup sur ce socialo qui n'avait pas de valeur. Enfin bref, n'entrons pas dans... Vraiment, ça m'excite ce truc. Alors, par contre, voilà, ce que les spectateurs ont pensé des candidats. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 spectateurs. Le premier, Christian, c'était médiocre, mais il ne parle pas du candidat. Frédéric, c'était très intéressant, même si Jean-Christophe Gruot n'avait rien à dire, à part taper sur Jean-Christophe Boyer. Ismaël n'a rien dit. Martine, concernant Jean-Christophe Gruot, je n'ai qu'une question, dans quel cirque il va se présenter? Il a fait plus qu'un show, il a été insultant et odieux. C'est faux. Ensuite, il y a Myriam. Les idées de Jean-Christophe Gruot étaient insupportables à entendre. On a l'impression que c'était un sketch. Guy, François Zocchetto a très bien parlé. Jean-Christophe Gruot est un pantin, mais il dit des choses vraies sur l'immigration. Gérard, c'est grave ce qu'on a entendu dans la bouche du candidat FN. Je ne sais pas comment le conseil municipal va pouvoir fonctionner avec un homme comme ça. Voilà la presse. Non mais, vous n'imaginez pas le poids qu'un journal comme Ouest France peut encore avoir. Donc entre les Noirs... Non mais, c'est Ouest France qui a fait voter Maastricht, dans l'Ouest. C'est Ouest France qui a fait voter, je dirais, qui a fait élire tous les derniers présidents. Mais si vous voulez, quand vous êtes en province, que vous faites une campagne et qu'à chaque fois, vous avez droit à des articles comme ça, il faut quand même reconnaître que tout est fait pour vous décourager. Alors bon, j'ai quand même franchi le pas, puisque j'ai été élu au deuxième tour, j'ai donc pu aller à la mairie de Laval, et là, la véritable élection commence, puisque comme vous le savez, un maire est élu par les conseillers municipaux. Il n'est pas élu, en fait, voilà, vous vous retrouvez, donc j'ai perdu la mairie de Laval à combien il faut pour avoir la majorité. Il y a 45 candidats, 45 colistiers, donc il faut 23. J'ai voté pour moi, je ne pensais pas qu'un jour ça m'arriverait, parce que dans mon échelle des valeurs, normalement, on ne vote pas pour soi, mais je voulais quand même pas me prendre un zéro pointé, donc j'ai quand même voté pour moi. J'ai pu faire un discours pendant 20 minutes, parce qu'on dit quels sont les candidats, donc là, ils m'ont écouté 20 minutes. C'est la seule fois où on m'a écouté 20 minutes, je tiens à le dire. Donc pendant 20 minutes, j'ai parlé, alors à l'époque, il y avait le mariage homosexuel de la Manif pour tous, j'ai cité le catéchisme de l'Église catholique, puisque le maire est catholique, donc je lui ai expliqué qu'il n'était pas possible de marier les homosexuels. J'ai parlé d'un tas de trucs, enfin bref, d'immigration et tout. Et puis ensuite, eh bien, la campagne finie,
le conseil municipal arrive, où là, c'est le conseil que je vous donnerai si vous êtes élu. Il faut qu'à partir du moment où vous avez vos thèmes nationalistes, il faut faire feu de tout bourg. C'est-à-dire que même, vous voyez, je vous ai apporté, voilà le... Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du conseil municipal qui se déroulera à l'Hôtel de Ville lundi 24 juin 2019 à 19 h. Voilà ce que vous recevez. Ça, c'est le dernier. Ça, c'est celui de lundi dernier. Donc, vous avez le programme. C'est très excitant, vous allez voir. Compte de gestion 2018. Admission en non-valeur numéro 1 pour l'exercice 2019. Avis conforme pour 3 prêts concernant la construction d'un pôle accueil aidant aider du futur bâtiment du CCAS. Attribution d'une subvention à l'association Solus pour ses actions sensibilisation aux troubles du comportement alimentaire. Donc il faut trouver, tous les mois et demi, 3 ou 4 interventions écrites qui puissent rejoindre les thèmes nationalistes, les thèmes nationaux. C'est-à-dire essayer de trouver des thèmes qui puissent, des sujets sur lesquels on puisse un peu tartiner. Voyez ? Et évidemment, les thèmes sur lesquels on peut le plus tartiner, c'est l'attribution des noms de rues. Car les communes attribuent des noms de rues. À l'avant-dernier conseil municipal, ils ont accordé le nom de Joséphine Baker à une place à Laval. Et Joséphine Baker, il faut quand même aller la déterrer. Si vous voulez. C'est quand même pas tout frais. Elle est morte en 75. Donc Joséphine Baker, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai d'abord critiqué la féminisation des noms de rue obligatoires en disant que c'était complètement stupide de vouloir féminiser les noms de rue. Ça n'obéit à aucun critère de bon sens. Et je leur ai dit en plus, vous avez choisi Joséphine Baker, j'ai rien contre, parce qu'elle est métisse et bisexuelle. C'est marqué dans Wikipédia. Mais je dis, mais attention, vous allez quand même vous prendre une plainte au derrière de la section LGBT de la Mayenne, que je ne connais pas, mais elle doit exister, parce que Joséphine a plaqué un de ses fils adoptifs qui en était. J'ai bien dit qui en était, à Laval on comprend. Et ils n'avaient pas pensé à ça. Par contre, si vous voulez organiser un concours avec des Lavalloises qui dansent avec un pagne de fausses bananes et qui se trémoussent comme Joséphine Baker se trémoussait, je suis tout à fait d'accord. Et monsieur le maire, vous pourriez même demander à l'un de vos amis de présider le jury, puisque je sais que cet ami aime bien les femmes et est peu occupé, puisqu'il s'appelle Jean-Vincent Placé. Vous avez entendu parler de Jean-Vincent Placé ? Le mec qui drague les nanas en boîte et quand elles sont pas assez rapides, il veut les menacer de repartir dans leur pays. Donc voilà le genre d'attaque, qu'on peut faire. Vous avez un autre type d'attaque qui est assez fréquent, c'est le verbiage administratif, car un vrai nation doit défendre sa langue. Il doit défendre son peuple, il doit défendre son territoire, mais il doit défendre sa langue. Et il est vrai que quand vous avez la plupart des textes comme ça, sont bourrés de sigles et sont sans intérêt. Ce qui fait qu'il y a, à l'avant-dernier conseil, je m'étais permis de lire ce genre de choses. Monsieur le premier adjoint, vous voyez, parce que vous avez souvent des sujets qui reviennent concernant le contrat de ville. Ce sont des subventions qui sont accordées par le gouvernement pour payer, en fait, la crise sociale que la France connaît. Pour éviter que ça pète, on file du fric. C'est-à-dire qu'on invente des ateliers machin, ateliers crotte de nez, je ne sais pas quoi, enfin bon, tout y passe. Et alors, je lui ai lu ce petit texte que je vous lis pour vous montrer un peu le niveau des conseils municipaux qui, eux considèrent que c'est de la rigolade, ce truc-là. Mais ça ne l'est pas, car on doit soigner sa langue. On doit être le plus précis possible. Et là, je leur ai dit, c'était le premier adjoint, j'ai lu très attentivement votre délibération et pour résumer ce que j'en pense, je dirais que je suis évidemment OK pour le PPLUI, projet de plan local d'urbanisme intercommunal, qui reçoit comme de bien entendu l'aide du PADD, projet d'aménagement de développement durable, de l'OAP, orientation d'aménagement et de programmation, du PLU, plan local d'urbanisme, compatible avec le SCOT, schéma de cohérence territoriale. Mais je suis d'accord avec cette grande et bonne nouvelle, qu'à la condition que le PADD, ne contredisent pas systématiquement la LDV, la langue de Voltaire, et sortent un peu, voire complètement, de la GPJT, grosse et pénible jactance technocratique, qui est pondue de janvier à décembre par une équipe d'insupportables RQNM, rédacteurs qui méritent notre mépris. C'est un verbiage impossible à traduire. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils vous mettent 45 noms. Ils dégoûtent la moitié des gens de faire une liste. Très difficile. Ils vous pondent des textes, des délibérations illisibles. C'est illisible. Un mec normalement constitué, il a mieux à faire que de lire ces conneries-là. Et ils vous mettent des sigles par... Mais non, mais ça c'est fait. Ça c'est fait pour éloigner les gens de la politique. Je ne dis pas qu'il y a un complot. Les gens n'ont pas dit on va mal écrire pour ça, mais ça participe d'un mouvement de rejet de la politique.
Parce que ce ne sont que des choses comme ça, vous voyez. Et à chaque fois, alors on ne peut pas le faire à chaque coup parce que ça devient un incident, mais il faut quand même le faire. Même chose pour les fêtes patriotiques. Vous voyez, les fêtes patriotiques, il y avait un truc avec les, comment dirais-je, de Macron. Qu'est-ce que c'est ça, hein, une remarque contre-révolutionnaire. Voilà. Début janvier, le cosmopolite qui nous tient lieu de président, un certain Emmanuel Macron, a riposté verbalement face aux violences. Vous savez, quand il y a eu les Gilets jaunes, Macron a dû dire, il a dit en parlant de ces casseurs que ceux qui commettent ces actes oublient le cœur de notre pacte civique. Macron a dû dire ça après une séance Gilets jaunes qui avait mal tourné. J'ai mis, comme nous vivons dans une cité où la guillotine a largement fonctionné place de la Trémoille, où le sang a coulé par hectolitres dans nos rues, en clair où la violence révolutionnaire s'en est donnée, si j'ose dire, à corps joie, je pense que notre cité, monsieur le maire, s'honorerait autant qu'elle se distinguerait en organisant le soir du 14 juillet un grand spectacle qui montrerait à quel point la violence est, contrairement à ce que prétend le président Macron, au cœur de notre fameux pacte civique dit républicain. C'est-à-dire que vous pouvez tous les mois trouver 2 ou 3 attaques pour critiquer le régime républicain, pour critiquer la façon de s'exprimer, pour critiquer la façon d'accepter ou non des migrants chez nous à Laval. Il y a 1000 occasions de le faire. Mais le problème, c'est que, en plus du verbiage, en plus du nombre d'élus qui sont nécessaires, enfin du nombre de colistiers qui sont nécessaires, maintenant, je suis le seul conseiller municipal à recevoir mes délibérations en formule papier, parce que c'est maintenant la tablette. C'est-à-dire que tous les conseillers municipaux, sans exception, à part Bibi, ont leur tablette. C'est-à-dire qu'en gros, ils s'en foutent. Ils lisent même plus la délib, parce qu'une délib comme ça, c'est pénible à lire. Mais quand vous êtes un opposant, vous la décortiquez quand même. Il faut bien trouver des munitions. Et quand c'est sur le papier, vous réussissez à trouver des arguments. Mais quand c'est sur la tablette, mais qui va s'envoyer 4 pages de verbiage comme ça sur une tablette? Plus personne. Donc, si vous voulez, la plupart des gens ne participent même plus au débat. Ils sont sur la tablette. Et d'ailleurs, pour conclure avec ce genre de choses, jusqu'à présent, les conseils municipaux à Laval, vous aviez toujours un petit temps d'introduction durant lesquels il y avait un élu qui levait la main pour évoquer un sujet d'actualité nationale. Plus ou moins en lien avec Laval, mais ça faisait partie des traditions. Et voilà, le communiste disait, oui, une fois de plus, il y a eu des licenciements, etc. Le maire répondait, on faisait de la politique. Là, avec le maire de Laval, qui a secrètement rencontré, je l'ai su après, l'ancien maire, ils ont fait en sorte de ne pas être interrompus par Bibi, et donc il a mis au point un nouveau règlement intérieur qui stipule que quand vous avez une question à poser sur un sujet qui n'est pas contenu dans les délibérations, eh bien vous devez la poser par écrit, vous envoyez par mail votre question, et le maire y répond à la fin du conseil municipal, c'est-à-dire parfois 3h30 après, quand les gens n'en peuvent plus, et vous n'avez pas le droit de répondre. Voilà. Vous voyez, ce sont des petits faits comme ça qui progressivement éloignent de la politique, qu'on le veuille ou non. C'est essentiel de maintenir ce genre de choses, surtout dans une société où vous avez de moins en moins de gens qui communiquent, vous avez de moins en gens qui rencontrent des anciens qui leur transmettent l'histoire locale. Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça s'éloigne, et ce qui fait que la politique actuelle est devenue quelque chose d'insupportable. Alors, je conclurai, avant les questions s'il y en a, pour dire que ce qui tue quand même beaucoup les choses, c'est les indemnités qui sont données aux conseillers municipaux. Quand vous êtes à Laval maire, le maire doit avoir, je crois, ça tourne autour de 5 ou 6 000 euros. Enfin, je reprends une gorgée. Ça tourne autour de 5 6 000 euros, mais les adjoints ont 1 500 euros. 1 500 euros net. Si l'adjoint a une certaine valeur, on le bombarde vice-président de l'agglomération. L'agglomération, vous savez, c'est ces espèces de machins qui sont créés, qui regroupent une vingtaine de communes, et généralement, le maire de la plus grosse commune est le président de l'agglo. Vice-président de l'agglo, 1 500 euros en plus. 3 000 euros net par mois. 3 000 euros net par mois. À Paris, c'est peut-être pas la fortune, j'en sais rien, encore que j'en sois loin, mais à Laval, c'est formidable. Uniquement pour être élu. Et à partir du moment où vous avez une somme pareille, vous êtes mort. C'est-à-dire que même si un élu qui ne pense pas comme vous lance un sujet qui peut vous intéresser, sur lequel vous pourriez rebondir pour évoquer un sujet intéressant, un thème intéressant, eh bien vous n'allez pas le faire. Pourquoi? Parce que si vous le faites, les journalistes de Ouest France
va faire un article en mettant que monsieur Untel, il va mettre Zizani dans la majorité. L'élu Untel donne raison au candidat d'extrême droite. Donc les gens préfèrent se taire. Donc vous avez des conseils municipaux, vous avez le maire et les 3 principaux adjoints qui prennent la parole, avec l'adjoint, l'opposition socialiste, et fini. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que le dénommé Guillaume Garot, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un ancien ministre, qui avait été maire de la ville, puis qui avait cédé ensuite sa place à Jean-Christophe Boyer, parce qu'Hollande en avait fait un ministre ou un secrétaire d'État, eh bien, il est resté très peu de temps au Conseil, car il s'est présenté au Conseil départemental, où là, il touchait 1500 ou 1700 euros par mois. Alors que, dans son immense générosité, le maire nous a accordé 26 euros par mois. C'est ce que je leur ai dit, les gars, 26 euros par mois, vous allez m'entendre. Donnez-moi 5000 euros, vous allez me calmer, mais 26 euros, ah oui, je vais l'ouvrir. Parce que 26 euros, c'est ce que je lui avais dit, il est d'origine italienne, merci monsieur le maire, avec les 26 euros, je pourrais emmener mes 2 derniers enfants à la Pizzeria dell'Arte, où ils prendront le menu Angelo. Et comme vous êtes d'origine italienne, nous prendrons une panna cotta nappage chocolat. Voilà le genre de truc qu'il faut dire, qui suscite des réactions extrêmement vives. Alors, pour terminer vraiment, il faut quand même que vous sachiez que je n'étais pas au Front National, même si j'avais été au Front National quelques années avant, parce que j'avais rencontré Bruno Gollnisch, qui était venu faire un speech dans un château de la Mayenne, au moment où il faisait sa campagne pour être président du Front. Et j'ose avouer que Bruno Gollnisch me plaisait beaucoup. Les propos qu'il tenait étaient très, très percutants, assez nationaux. Et je lui avais demandé, que peut-on faire pour vous aider? Il m'a dit, c'est très simple, vous prenez votre carte du Front et vous votez pour moi au présidentiel du Front National. Ce que nous avons fait. Après, quand Marine a été élue, je n'ai pas repris ma carte. J'ai donc été élu, mais j'ai continué d'avoir des copains du Front National. Et comme l'ambiance était plutôt sympa, que les gens venaient au conseil municipal, je suis resté, j'ai pris ma carte du FN en novembre 2014. Et après, ça s'est gâté. Quand Jean-Marie Le Pen a fait une interview dans Rivarol, j'ai vanté cette interview, j'ai reproché au Front de virer le président, et donc j'ai été convoqué à la commission de discipline, je vous passe les détails, ce serait trop long, où je me suis fait exclure du FN. Et quand je me suis fait exclure du FN, les militants du FN ont cessé de venir au conseil municipal comme un seul homme. Donc, si on veut reprendre le thème principal de ce petit exposé sur les partis, je dirais que sans le parti, je n'aurais pas pu être élu, mais si ça n'avait pas été un mec du coin avec une certaine notoriété, entre guillemets, il n'aurait pas non plus eu de candidat. Par contre, je dois reconnaître qu'après, la discipline de parti, à partir du moment où le parti n'est plus vraiment un parti nationaliste, et c'est le moins qu'on puisse dire avec le Front National dirigé par Marine Le Pen, ça ne sert plus à rien qu'à occasionner des troubles et à dépenser votre énergie dans des querelles sans intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vrai, il y a eu cette cassure et j'étais complètement isolé puisqu'il n'y avait plus de militants, même si j'ai gardé quelques contacts. Et je n'ai jamais critiqué les gens du Front qui m'ont soutenu et qui étaient sur la liste parce que j'estime que d'être sur une liste du FN, à l'époque, il fallait quand même un certain courage social, si j'ose dire, parce que la plupart des gens qui étaient d'accord avec nous n'osaient pas le faire. Il faut savoir que le FN à l'époque était quand même considéré comme étant plutôt droitier, puisque vous savez qu'au BBR, vous aviez la messe en latin, qu'ils étaient contre la loi Veil concernant l'avortement, et qu'ils avaient à l'égard des harkis une politique, je dirais, très sentimentale. Donc vous avez eu ça. Pour terminer, alors sur 2 anecdotes, il y a eu plusieurs interruptions, comment dirais-je, au conseil municipal, mais ce serait trop long de les raconter. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site Laval et son histoire, où tout est raconté, puisqu'après chaque conseil, j'ai un journaliste ami qui s'appelle Bois-Renard, qui me questionne sur ce qui s'est passé. Et si vraiment un jour vous vous présentez, ça peut être intéressant. Mais il y a eu un clash en 2017, parce qu'il y avait eu un programme à la bibliothèque municipale, le programme de l'été 2017, était exclusivement consacré à l'Afrique et à la, comment dirais-je, aux contestataires africains comme Spike Lee, comme qu'est-ce qu'il y avait d'autre, il y avait même la mère Obama, enfin bref. Alors je me suis permis de dire, en provoquant, que j'étais le candidat anti-africanisation de Laval et qu'évidemment, je combattais l'africanisation du programme de la bibliothèque municipale. Il faut toujours prendre un ton un peu comme si on partait en guerre, quoi. Et j'ai paraphrasé Jean-Yann, j'avais lu peu de temps avant une citation de Jean-Yann, où Jean-Yann disait
Je pense que Jean-Luc Godard est un grand cinéaste. Je pense que Céline est un grand romancier. Je pense que la Chine est un grand continent. Vous savez, Jean-Yann avec son ton un peu mou. Mais je pense aussi que je peux vivre sans Jean-Luc Godard, sans Céline et sans la Chine. Et moi je dis, parce que dans l'exposition, vous avez Spike Lee, Aimé Césaire et d'autres, et je dis, je pense que l'Afrique est un grand continent, je pense que Spike Lee est un grand réalisateur, mais je pense qu'Aimé Césaire est un grand poète, mais je pense aussi que je peux vivre sans l'Afrique, sans Spike Lee et sans Aimé Césaire. Je termine ma prestation comme ça, parce que je suis quand même un auteur de théâtre. Et là, le maire immédiatement dit, oui, mais Aimé Césaire est français. Et là, je réponds du tac au tac, oui, mais il est noir. Oui, mais sous-entendu, il est africain, il est dans le programme que je critique. Et là, brouhaha, ça commence à gueuler, un peu violemment. Puis ça se calme. Et puis on passe à autre chose, et soudain, délibération d'après, on parlait d'un sujet qui n'avait rien à voir avec ça, le socialiste lève la main et dit au maire, écoutez, je voudrais revenir sur les propos abjects du représentant de l'extrême droite, j'espère que vous allez porter plainte et que nous allons nous associer à cette plainte. Et là, je pensais que le maire dirait, écoutez, monsieur Boyer, nous sommes dans la délibération 2014, nous parlons maintenant du quartier Ferrier, portez plainte contre monsieur Gruot, mais ce n'est plus le sujet. Et là, le maire commence à dire, oui, effectivement, c'est problématique. Alors là, parce que moi, je suis vraiment à l'extrême droite, je suis tout au bout, tout seul. Donc, comme j'ai fait du saxo pendant 10 ans, j'ai l'oreille un peu paresseuse. Donc je commence à dire quoi, racisme, etc. Je dis, mais attendez, Aimé Césaire n'est pas noir, moi j'ai pas du tout compris ce qu'ils ont compris. Parce qu'eux ont compris, je l'ai su après, qu'on ne pouvait pas être noir et français. Et moi j'ai compris que Aimé Césaire n'était pas noir, donc je commence à gueuler comme un veau. Comment Aimé Césaire n'est pas noir? Pour me faire entendre, parce qu'il me coupe le micro. Et moi, est-ce que je suis blanc? Alors il y a un gars qui dit, oh ben vous, évidemment, je vais écouter vous, franc-mac, calmez-vous. Ça s'excite, ça s'excite, ça s'excite. Et là, à un moment, puisque c'est comme ça, je suspends la séance. Et là, 15 conseillers s'en vont, mais vous savez, presque en pleurant, les mecs, avec Mélenchon qui sort à l'Assemblée nationale, à 7 000 € par mois, je m'en vais. Et donc, ils foutent le camp. Et là, un copain à moi, conseiller municipal d'Afrique du Nord, vient vers moi pour me calmer, il met la main sur l'épaule en me disant, Jean-Christophe, allez, on sort, mais il n'est pas question que je sorte. Aimé Césaire est noir et je suis blanc. Si je ne suis pas blanc, il faut me le dire. Alors évidemment, le lendemain, clash au conseil municipal. Le mec me prend une photo, la plus mauvaise photo. J'aurais jamais pu trouver une femme si j'avais mis cette photo-là sur Mythique ou je ne sais quoi. Le clash raciste au conseil, encore le gros panneau invraisemblable. Plainte. Je me suis retrouvé chez les flics. Les flics vachement gênés, monsieur Bruno, excusez-nous. Asseyez-vous. On va régler le problème. Mais quel problème? Il n'y a pas de problème. Alors après, mais vous vous rendez compte où on en est rendu? Dire qu'Aimé Césaire est noir, c'est du racisme. J'avais déjà dit une fois qu'il y avait une élue municipale assez jolie, je l'avais appelée la Belle Samia. Oh, la Belle Samia. Vous vous rendez compte de ce que je dis? La Belle Samia. Les nanas sont venues me dire, mais tu te rends pas compte qu'en disant ça, tu insultes toutes les autres femmes? Mais je lui dis, mais vous êtes des malades, comme dans les visiteurs. Des malades, c'est un malade quand le gars part et qu'il voit le gars qui lui tape sur le truc. Ce sont des malades. On a vraiment l'impression d'avoir des malades. Tu insultes toutes les femmes parce que tu te dis la Belle Samia. Et comme elle venait d'Afrique du Nord et qu'elle aimait la France, j'ai dit ça serait quand même agréable que la Belle Samia puisse être responsable de l'immigration plutôt que de s'occuper de la création d'emplois où il ne connaît rien. Mais racisme. Et tout de suite, Ouest France, classe raciste. Alors le lendemain, vous avez les pinglettes partout, vous allez à la boulangerie, vous allez acheter votre pain, vous avez la tête du raciste. Au bout d'un moment, on a beau aimer la provoque, c'est quand même un peu crispant. Mais ce que je veux vous dire en conclusion, c'est que si on était plus nombreux à être un peu excités comme ça, et à vraiment vouloir les emmerder, et à se présenter à des élections, on pourrait, l'union fait la force, on pourrait créer un véritable parti de droite, mais pour cela, il faudrait d'abord remettre, je dirais, en selle la liberté d'expression, c'est-à-dire faire sauter cette foutue loi Guesso et cette foutue loi Plévin qui nous interdit de nous exprimer librement. Et d'ailleurs, les journalistes n'avaient pas aimé, parce que j'avais présenté dans mon programme, j'avais dit, moi, si je suis élu maire, le conseil municipal, la première heure, les journalistes seront dehors. On les fera entrer au bout d'une heure. Ça va pas, c'est dégueulasse. On s'exprimera librement. Et après, quand vous viendrez, on reparlera la novlangue.
C'est-à-dire qu'on emploiera des termes à proximité, démocratie, réchauffement climatique. C'est comme ça. Mais non, mais attendez, c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Alors bonjour, monsieur le maire. Alors là lundi dernier, un mec, comme des caniches. J'aurais dit, vous êtes des caniches. Monsieur le maire, il faut savoir que la cantine municipale, tous les produits sont locaux. Les tomates sont de Rennes, les machins. Le mec, alors tout est local, mais alors il n'y a qu'un truc qui n'est pas local, c'est les mecs autour de la gare. Je dis, alors, votre patriotisme culinaire, espèce de xénophobe, je lui dis. Hein, voilà le monde dans lequel on est. Hein. Alors évidemment, canicule, réchauffement climatique, la pause méridienne, c'est plus la pause du midi, c'est la pause méridienne, c'est que ça. Alors évidemment, un mec comme moi, un peu nerveux, qui a des idées qui bourgeonnent, si j'ose dire, de théâtre ou autre, on souffre terriblement. On souffre terriblement. On n'a pas le droit de s'exprimer. Et comme le maire a toujours un peu peur, il me coupe le micro, ce qu'on a. Je le coupe. Donc le micro est vert quand j'appuie. Monsieur Gruau, oui, c'est vert. Et puis quand je vois que ça commence à... C'est pas que ça devient rouge, on ne peut plus parler. Alors comme j'ai l'habitude de faire des causeries en maison de retraite et d'avoir quand même une certaine voix, je peux gueuler, moi. C'est pas enregistré, par contre, dans les trucs, parce que tout est enregistré. Donc, si vous voulez, ce que je veux vous dire, c'est que ce genre de choses... Je suis persuadé que si on était plus nombreux, mais si on était, je ne sais pas, une cinquantaine dans les conseils municipaux, on pourrait véritablement mettre le boxon et leur foutre les jetons. Mais il faut qu'on retrouve avant tout la liberté d'expression et qu'on retrouve aussi la qualité du dialogue, discuter avec les gens. Et quand je vois comment ça se passe, même maintenant, quand je vais faire mes courses à Paris, au centre Carrefour ou autre, et que des gens, au bout de 5 secondes, sont nerveux, parce que c'est long. Le sans contact, tout de suite du sans contact. Mais pourquoi pas le machin, là, comme ça ira encore plus vite. On passera dans la boutique, on verra même pas la personne, vous voyez. Quand on voit des petites vieilles, parfois, qui ouvrent leur porte-monnaie pour sortir la pièce, on voit que derrière, certains ont des envies de meurtre. Non, mais c'est un peu comme Philippe Noiret dans Le Vieux Fusil. Quand il prend le nazi qui a tué sa femme et qui lui met la tête dans l'évier. Vous savez, on les sent, les mecs, la nervosité. Et l'époque actuelle... eh bien, elle n'est pas très favorable. Parce que plus ça va, plus les gens se passent des rapports humains, se passent des discussions, vous voyez, de ce qui fait le sel de la vie. Et ce qui permet de s'amuser, car malgré tout, un conseil municipal, ça ne doit pas forcément être quelque chose d'emmerdant, ça doit se faire dans une ambiance de Don Camillo. Vous avez des gens différents, mais qui sont quand même de votre monde, par la force des choses. Mais aujourd'hui, il y a une espèce de poids moral chez la gauche, et quand je dis la gauche, c'est tout le monde, quasiment, puisqu'il n'y a plus de droite, où immédiatement, la moindre remarque, j'en ai parlé avec monsieur très souvent que je rencontre, on ne peut même plus parler à des étrangers. Vous êtes systématiquement soupçonné d'être un raciste. On ne peut plus parler de rien. Alors évidemment, je n'ai jamais abordé les sujets concernant la Seconde Guerre mondiale. Je n'ai pas besoin de vous dire que je fais des serments avant d'aller au conseil. Là, il n'est pas question que je ne rentre pas chez moi le soir pour manger après le conseil. Enfin, écoutez, en tout cas, voilà quelques anecdotes jetées à la volée. Vous allez peut-être considérer que c'est un peu, comment dirais-je, léger tout ça, mais c'est quand même le sel de la vie. Car nous sommes dans une société, nous sommes un ensemble de familles, une patrie, c'est constitué par des familles, c'est une amitié, la politique, on doit s'entendre, on doit se respecter, mais en même temps, on doit être ferme sur les principes qui nous opposent aux adversaires, on doit dire certaines choses, et on doit les dire d'une certaine manière, parce que nous sommes des Français. Nous sommes aussi les héritiers de grands auteurs, nous sommes les héritiers de, comment, aussi Arnaud de Bergerac, etc. Ces choses peuvent être dites véritablement avec un certain panache et une certaine fantaisie. En tout cas, comptez sur moi pour terminer mon mandat et remettre ça lors du prochain conseil de rentrée. Là, vous voyez, j'étais malheureux. J'ai dit à ma femme en partant, ça m'emmerde, j'ai 2 interventions. Ben, j'en ai trouvé 8 ou 9. L'occasion crée le larron. Donc, parce qu'il y a les interventions écrites et puis il y a les interventions qui sont spontanées. Alors là, par contre, j'ai un conseil à vous donner, méfiez-vous des interventions spontanées. Parce qu'on s'aperçoit très vite qu'on a un peu de plaisir à balancer certaines choses, et là, vous pouvez déraper, et si vous dérapez, tout est enregistré. Donc, en tout cas, j'espère vous avoir fait connaître davantage le conseil municipal de Laval. Vous regarderez en mars 2020, savoir si le maire a changé, mais en tout cas, si je suis élu, puisque je compte me représenter, je vous invite tous et toutes
au premier conseil municipal, et vous me direz que ça coûte pas cher comme invitation, et nous irons tous ensuite dîner dans le meilleur restaurant de la ville. Je m'y engage. D'accord, il faut que je sois élu. Donc voilà.